14 avril 1912. La nuit noire est remplie des sons affreux d'un vaisseau métallique géant se brisant en deux. Le plus grand navire de l'époque est entré en collision avec un iceberg qui se trouvait sur son chemin, le Titanic. L'une des plus grandes tragédies du XXe siècle dont les gens parlent encore. Le côté tribord du navire géant a frôlé l'iceberg. Il était 23h40 quand les choses ont commencé à mal tourner. Cet iceberg a causé suffisamment de dégâts pour qu'au moins 5 compartiments étanches de la coque commencent à se remplir d'eau. L'équipage a immédiatement lancé une brève enquête pour voir s'il pouvait faire quelque chose et réparer les dégâts. Il n'avait personne sur qui compter. Seul dans l'obscurité de la nuit froide, loin de toute terre, au beau milieu de l'océan Atlantique Nord, à environ 600 km au sud de Terre-Neuve. Ils avaient besoin de temps pour trouver comment mettre les passagers en sécurité. Et du temps, ils en avaient, mais pas assez. Si tu as regardé le film, tu sais que le navire n'a pas coulé immédiatement après que la rencontre avec l'iceberg se soit produite. Tout le processus a duré 2h40. Mais la situation était délicate. Il y avait 2200 personnes à prendre en charge, y compris l'équipage et les passagers, et le chaos régnait à bord. L'ingénieur en chef Thomas Andrew a vite compris qu'il ne pourrait pas rester à flot. À minuit, tout l'équipage a commencé à préparer les canons de sauvetage pour la mise à flot. Il disposait de 20 canots avec de la place pour seulement 1178 personnes, ce qui représentait à peine plus de 50% des gens à bord. L'ordre était de mettre les femmes et les enfants en sécurité les premiers. Les membres d'équipage étaient là pour ramer et guider les canots. Au cours des 2 heures suivantes, les choses ont commencé à s'intensifier progressivement. Les membres d'équipage avaient pour mission de réveiller les passagers et de les avertir que quelque chose de grave était en train de se produire. Ils voulaient les placer dans une flotte de canots de sauvetage le plus vite possible. À minuit 15, des membres de l'équipage ont envoyé un signal de détresse. Un navire à vapeur appelé le Frankfurt s'est trouvé parmi les premiers à recevoir ce message et à y répondre, mais il se trouvait à environ 274 km. D'autres navires ont également reçu le message et proposé leur aide, mais malheureusement, ils étaient trop loin. À minuit 20, le paquebot Caparcia de la compagnie Cunard a reçu un signal de détresse du Titanic et a immédiatement changé de cap. Ils étaient alors à 58 miles nautiques de distance, soit 107 km, et il leur faudrait plus de 3 heures pour arriver. 20 minutes plus tard, l'équipage descendait le premier canot de sauvetage. Il ne transportait que 27 passagers, alors qu'il y avait de la place pour 65. Beaucoup des canots de sauvetage qui ont été lancés les premiers étaient remplis bien en dessous de leur capacité. Les membres de l'équipage étaient inquiets que les grues ne puissent pas supporter le poids d'un canot de sauvetage entièrement chargé. Et puis, au début, de nombreux passagers avaient tout simplement trop peur de quitter le navire. Ils pensaient encore que le Titanic était insubmersible et ne pouvaient pas imaginer le scénario qui allait se produire 1 à 2 heures plus tard. L'équipage a tiré la première des 8 fusées de détresse, sans succès. Personne n'était assez proche pour les aider. À 1h20, ils avaient fait descendre 10 canots de sauvetage. Le 8e ne contenait que 28 personnes. L'un des passagers du 10e était la petite Milvina Dean. Âgée de 9 semaines, elle deviendrait plus tard la dernière des survivantes, ayant vécu jusqu'en 2009 et atteint l'âge canonique de 97 ans. 2 heures du matin déjà, 3 canots pliables étaient les dernières embarcations de sauvetage restantes. La proue du navire s'était enfoncée très bas et avait basculé loin sous la surface. Les gens qui ne se trouvaient pas loin pouvaient à présent clairement voir les hélices de la poupe au-dessus de l'eau. Les membres de l'équipage étaient en train de descendre le canot de sauvetage pliable D depuis les quartiers des officiers, avec plus de 20 passagers à l'intérieur. Alors que la proue du navire s'enfonçait, l'eau emportait le canot A loin du pont. Ces 20 personnes se débattaient car leur embarcation était partiellement remplie d'eau. Pendant que les membres de l'équipage essayaient de libérer le canot pliable B, celui-ci est tombé. Avant qu'il ne le redresse, l'eau l'a emporté loin du navire. 30 passagers ont tout de même réussi à se mettre en sécurité sur le canot de sauvetage renversé.
À 2h17, le radiotélégraphiste du navire a décidé de transmettre un dernier appel de détresse. 1 minute plus tard, la lumière du navire s'est finalement éteinte. Le Titanic et tous ceux qui restaient à bord ont plongé dans l'obscurité. La proue continuait de s'enfoncer et la poupe s'élevait plus haut au-dessus de la surface, ce qui exerçait une grande pression sur la partie centrale du navire. Des sons horribles emplissaient la nuit. Le Titanic, cet énorme navire légendaire dans lequel tant de gens avaient placé leurs espoirs, s'est brisé en deux entre la 3e et la 4e cheminée. Selon les rapports, il a fallu environ 6 minutes à la section avant pour atteindre le fond de l'océan. La poupe est retombée sur l'eau avant de s'élever à nouveau en position verticale. Elle est restée dans cette position jusqu'à ce qu'elle disparaisse finalement dans l'océan. À 2h20, la poupe avait apparemment conservé de l'air à l'intérieur et la pression de l'eau l'a écrasée pendant qu'elle descendait. La poupe a atterri à environ 600 mètres de la proue. Les gens considéraient le Titanic comme le paquebot le plus rapide du monde. Ils pensaient qu'il était insubmersible, car 4 de ses compartiments pouvaient être inondés et cela ne causerait toujours pas une perte critique de flottabilité. Mais sa vie aura été problématique dès le début. Alors que le navire quittait le port, il a frôlé de quelques encablures le paquebot New York. Il a réussi à passer sans encombre, ce qui a été un énorme soulagement pour tous les passagers inquiets massés sur les ponts du navire. Le Titanic a appareillé le 10 avril. Son premier voyage consistait à traverser la route très compétitive de l'Atlantique. Le jour du lancement, le Titanic est devenu le plus grand objet mobile de l'histoire de l'humanité. 269 mètres de long, 28 mètres de large. Pas si grand si tu le compares au navire d'aujourd'hui. Le plus grand bateau de croisière au monde actuellement est le Symphony of the Sea de la Royal Caribbean, qui fait à peu près 5 fois la taille du Titanic. Si tu mettais ce navire en position verticale, il serait presque aussi haut que l'Empire State Building, qui fait 380 mètres de haut sans antenne. Mais le Titanic était une énorme attraction à son époque. À un moment de leur voyage, il a fait escale en France, après quoi il a effectué un autre arrêt en Irlande. Une fois que les derniers passagers sont montés à bord, le gigantesque navire est parti à toute vitesse vers sa destination finale, New York. 4 jours après le début de son voyage, le Titanic n'a pas réussi à dévier sa trajectoire d'un énorme iceberg. L'histoire que nous connaissons tous. Seules 700 personnes ont survécu et la plupart d'entre elles étaient des femmes et des enfants. La nuit était extrêmement froide. 1h20 après que le Titanic fut descendu au fond de l'océan, les survivants n'étaient même pas sûrs que quelqu'un vienne les sauver. Finalement, ils ont aperçu de la lumière. C'était le Carpathia qui venait vers eux. Ils sont venus chercher les personnes dans les canots de sauvetage. L'équipage les a fait monter à bord et a sorti une poignée d'autres passagers de l'eau. De nombreux navires ont essayé de contacter le Titanic quelques heures après son naufrage. Leurs messages n'ont jamais reçu de réponse. Plus tard, lorsqu'une enquête a été menée sur ce qu'il s'était réellement passé, ils ont découvert que le paquebot Californian de la compagnie Leyland se trouvait à moins de 30 km lorsque le Titanic coulait. Mais l'équipage n'a pas entendu les signaux de détresse venant du Titanic car leur opérateur radio n'était pas en service. Les pays des deux côtés de l'Atlantique ont été choqués et horrifiés lorsqu'ils ont entendu les détails de ce qui était arrivé au Titanic. Ils ont décidé d'apporter des changements aux opérations des navires, des règles qui aideraient à éviter de tels événements à l'avenir. Ils ont organisé la première convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, où ils ont adopté des règles pour que chaque navire ait suffisamment de canots de sauvetage pour tous les passagers à bord. De plus, les exercices d'embarcation de sauvetage sont devenus obligatoires. Ils ont également décidé de créer une patrouille internationale des glaces. Son rôle principal était de surveiller les icebergs dans les voies de navigation de l'Atlantique Nord. Les navires devraient également assurer une veille radio 24 heures sur 24. Le Titanic n'a pas été construit seul. En raison de la taille de ce magnifique vaisseau et de tous les nouveaux équipements qu'il nécessitait, il aurait été trop coûteux de le construire en un seul exemplaire. Alors l'entreprise a construit le Titanic en même temps que 2 navires jumeaux et tous deux ont eu des vies mouvementées. Le RMS Olympique a été prêt en premier
Il a été lancé en 1910 et pendant une année entière, il a été le plus grand paquebot du monde. Le Britannic était un autre navire jumeau qui a navigué pendant un certain temps avant de finir lui aussi au fond de l'océan. Mais seul le Titanic est devenu une légende et l'une des histoires les plus fascinantes de l'histoire moderne. Le Royal Mail Ship ou RMS Titanic, le navire à vapeur le plus célèbre de l'histoire sans aucun doute, était autrefois le symbole même du luxe et de rêves promis à se réaliser. Il a fallu 3 ans et 3000 personnes pour le construire. Le 10 avril 1912, le tout nouveau paquebot accueillait ses passagers dans une odeur de vernis frais, de peinture et de bois fraîchement scié. À l'époque, on utilisait encore du plomb dans la production de peinture et de l'huile de lin en guise de liant. L'odeur devait donc être forte. Lorsqu'il a été pleinement opérationnel, l'énorme vaisseau consommait environ 850 tonnes de charbon par jour, et les passagers pouvaient également en sentir la fumée. Une autre odeur qui devait envahir les ponts du Titanic, du moins ceux de première classe, était le nouveau parfum de la célèbre maison Guerlain, l'heure bleue. Il avait été lancé plus tôt la même année et est rapidement devenu la coqueluche de ces dames. Ce parfum, que vous pouvez encore acquérir aujourd'hui, est un mélange de violettes et d'iris avec une touche onctueuse de vanille. Lors de la soirée fatidique du 14 avril, alors que le Titanic n'avait plus que quelques heures à vivre, les serveurs, inconscients du drame imminent, servirent des huîtres, de l'agneau accompagné de sauce à la menthe, du canard rôti aux pommes et d'autres délices à leurs clients de première classe. La seconde classe était emplie d'odeurs de poulet au curry, d'agneau de printemps et de dinde rôtie. Les passagers de troisième classe, quant à eux, se contentaient d'un simple gruau et de biscuits ce soir-là. À 23 heures, alors que le navire s'approchait dangereusement de l'iceberg, une nouvelle odeur s'est ajoutée au mélange. C'était un parfum minéral aux notes métalliques. Si vous avez de la glace dans votre réfrigérateur, vous avez sûrement remarqué qu'elle absorbait les odeurs des aliments voisins. Il en va de même pour les icebergs. Ils capturent les odeurs des animaux marins et conservent la composition chimique de l'eau dont ils sont constitués. Si davantage de personnes avaient connu la signification de cette étrange odeur métallique, elles n'auraient probablement toujours pas pu sauver le navire. Mais le nombre de gens parvenus à en réchapper aurait pu être plus grand. En parlant d'odeur, si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblait l'odeur de l'espace, mais que vous ne prévoyez pas de devenir astronaute de sitôt, écoutez ceci. Vous pouvez essayer l'eau de space, un arôme qui a été conçu par la NASA il y a quelques décennies. L'idée de ce parfum était d'aider les astronautes à se préparer pour leur confrontation avec l'espace dans tous les aspects de leur entraînement. Mais attendez une seconde, l'espace n'est qu'un grand vide, donc techniquement, il ne devrait pas y avoir d'odeur. Pourtant, les astronautes qui y sont allés se souviennent qu'il dégageait un agréable parfum métallique, semblable à l'odeur des fumées de soudure ou de la poudre à canon. Ils pouvaient sentir cette odeur sur leur combinaison spatiale après être rentrés dans leur vaisseau. Nous pouvons également deviner l'odeur des autres planètes en fonction de la composition de leur atmosphère. Vénus a des nuages d'acide sulfurique dans la sienne, et elle doit donc sentir les œufs pourris. Mars et Uranus ont la même fragrance, soit dit en passant. Et chacune des couches de l'atmosphère de Jupiter est composée de différentes molécules. C'est pourquoi l'odeur sera différente en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Certaines couches vous accueilleraient avec une délicieuse odeur d'amande amère, et d'autres, plus proches de la surface, sentent comme nos produits ménagers. Les autres planètes du système solaire sont peu susceptibles d'avoir un parfum distinctif car leurs atmosphères sont principalement composées de gaz inodores. Quant à notre satellite naturel, la Lune, les astronautes de la mission Apollo ont affirmé que sa poussière sentait la poudre à canon. Le parfum de l'herbe fraîchement coupée justifie presque à lui seul de tondre régulièrement la pelouse. Mais saviez-vous que l'herbe ne passe pas un très bon moment pendant que vous la décapitez ? Elle crie même à l'aide. Et parce que l'herbe ne peut pas crier à haute voix, elle exprime son inconfort en libérant un mélange de molécules volatiles odorantes. Elle fait cela pour se protéger des insectes. Les chenilles et d'autres créatures similaires adorent grignoter ces délicieuses friandises végétales. Lorsque vous tondez l'herbe, cela libère de l'acide jasmonique, entre autres choses. C'est une sorte de signal pour les guêpes parasitaires qu'il y a une chenille à proximité. Les guêpes s'occupent de ces agresseurs et l'herbe peut continuer à croître joyeusement par la suite. Du point de vue de l'herbe, la tonte n'est pas si différente d'une attaque d'insectes. Alors, elle se protège du mieux qu'elle peut. La pluie a une forte odeur, facilement reconnaissable et connue sous le nom de pétrichor. Mais d'où vient-elle ?
Il se trouve que certaines plantes sécrètent des huiles pendant la sécheresse. Les roches et le sol accumulent ces composés d'huile, et lorsque les gouttes de pluie s'infiltrent, elles se mélangent à l'eau et sont libérées dans l'air. Parfois, ces huiles se combinent avec d'autres molécules produites par les bactéries vivant dans le sol. Le fruit de cette coopération est cette odeur musquée que vous pouvez sentir dans les bois ou dans votre jardin lorsque vous retournez le sol humide. L'ozone contribue également à l'odeur de la pluie, surtout après les orages. Cela se produit lorsque la décharge électrique d'un éclair sépare les atomes d'oxygène et d'azote dans l'atmosphère, et qu'ils se recombinent par la suite en ozone. Une théorie soutient que nous apprécierions cet arôme de pluie parce qu'il est gravé dans notre cerveau. Nos différentes cultures ont toujours associé la pluie à un bienfait, et nous pourrions avoir hérité de cette perception. Amateurs de chocolat, auquel j'appartiens moi-même, voilà qui est pour vous. Il existe des fleurs qui sentent exactement comme votre friandise préférée. C'est le produit d'une plante tropicale, après tout. Et puisqu'il est impossible de recréer exactement la fragrance magique du chocolat dans un parfum, vous pouvez planter des fleurs chocolat, autrement connues sous le nom de Berlandiera lyrata, dans votre jardin. Ces fleurs ressemblent à des marguerites aux pétales jaunes entourant un pistil rouge profond. Lorsque vous cueillez ces pétales, la fleur libère ce délicieux parfum que nous aimons tant. Les feuilles et les branches de la plante dégagent également le même. Si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver cette fleur dans les sols secs d'Arizona, du Texas, du Colorado et d'autres États ayant des climats similaires. Elle fleurit toute l'année et son arôme est le plus fort lors des journées les plus chaudes. Le chat-ours asiatique, également connu sous le nom de binturong, ne semble pas seulement trop mignon, mais il sent aussi comme le popcorn au beurre. Les binturong préfèrent rester seuls et utilisent cet arôme pour marquer leur territoire et trouver de possibles partenaires pendant la saison des amours. Les scientifiques ont essayé de percer le secret de leur parfum inhabituel et ont suggéré qu'il pourrait provenir des sécrétions de glandes situées sous la queue de l'animal. Des recherches ultérieures ont montré que cette odeur de popcorn provenait en fait de son urine. Après que l'animal a répondu à l'appel de la nature, il laisse une trace odorante dans les arbres avec sa queue qui en est souvent trempée. Mais si le vrai popcorn ne libère son incroyable odeur que lorsqu'il éclate sous l'effet de la chaleur, comment les binturongs y parviennent-ils sans micro-ondes? La réponse pourrait se trouver dans leur alimentation ou, plus probablement, dans les bactéries qui entrent en contact avec les fluides corporels de l'animal. Le durian est un fruit populaire d'Asie du Sud-Est, dont le parfum plaît à certains, mais qui pour la majorité ressemble à un mélange d'oignons pourris et de chaussettes sales. La puanteur est telle que le fruit est interdit dans les transports en commun et les hôtels de certains pays. Le secret du durian réside dans ses 44 composants actifs odorants. Le mélange est si complexe que vous ne pouvez jamais prédire à quoi il va sentir. Et malgré cette horrible odeur, le durian est considéré comme un mets délicat et est principalement utilisé pour préparer des plats sucrés comme des gâteaux et des friandises. Un incident malodorant impliquant du durian s'est un jour produit dans une bibliothèque australienne. L'odeur de fruits pourris, oubliée dans un placard, s'est répandue dans tout le bâtiment via le système de climatisation. On a pris cela pour une fuite de gaz et il a fallu évacuer environ 500 étudiants et leurs enseignants. Eh bien, on peut dire que ça pue. Et enfin, si vous avez déjà visité des sources thermales naturelles ou été voir des geysers, vous n'oublierez jamais cette odeur du sulfure d'hydrogène ou, de manière moins poétique, de pourri. Ce n'est en réalité pas seulement désagréable, mais aussi hautement inflammable. Cependant, cela peut aussi s'avérer très utile. La plupart des ménages en Islande utilisent ces sources géothermiques pour en exploiter l'eau chaude. Bien que ça ne sente pas la rose, elle est tout à fait potable, et l'odeur ne reste pas sur vous après avoir pris une douche. Voilà, tout est dit. Il était 11h39 lorsque la vigie du Titanic a crié « Iceberg » droit devant. Les mesures prises rapidement sur la passerelle pour réduire la vitesse et modifier le cap du navire furent inutiles. Et tu connais déjà la fin de l'histoire. Depuis lors, nous considérons ce qui est arrivé au Titanic comme un événement unique. Mais est-ce bien le cas? Le Titanic a coulé en 1912. Le GPS et les satellites météorologiques n'existaient pas à l'époque. Les navires devaient soit s'avertir les uns les autres de l'emplacement des icebergs. Quelle confiance il fallait avoir! C'est alors qu'est survenue la catastrophe du Titanic. Un véritable désastre qui encouragea les spécialistes à créer une organisation qui permettrait d'éviter que ce genre d'accident ne se reproduise. Un an plus tard, ils créèrent la Patrouille internationale des glaces, ou IAP en abrégé.
Encore aujourd'hui, ce groupe est chargé d'avertir les navires de la présence dangereuse de glace sur leur chemin. Le BP a amélioré ses méthodes au fil des ans, utilisant aussi bien les navires que les patrouilles d'avions et l'imagerie satellite. Depuis peu, ils utilisent également des bouées océanographiques, un dispositif flottant qui fournit des informations en temps réel sur les conditions océaniques jusqu'à 50 mètres de profondeur, afin de prédire la dérive potentielle des icebergs. Et l'UIP fait un excellent travail pour réduire les collisions entre navires et icebergs. Mais il faut toujours se tenir sur ses gardes, car les équipements de détection les plus avancés ne peuvent pas empêcher toutes les situations malheureuses. Entre 1980 et 2005, il y a eu 57 incidents impliquant des navires et des icebergs. Et la vérité qui fait froid dans le dos, c'est que les bateaux d'aujourd'hui ont plus de risques de heurter un iceberg que le Titanic. Selon les recherches, 1038 icebergs ont traversé la zone où le Titanic a sombré en 1912. Tu te diras peut-être que c'est beaucoup, mais les scientifiques n'en font pas une grosse affaire. C'est vrai, c'est un peu élevé, mais les 14 dernières années ont été marquées par une circulation d'icebergs encore plus intense. Aujourd'hui, le nombre de ces gros glaçons augmente en raison de la fonte accélérée des glaciers du Groenland. Et comme de plus en plus de navires voguent vers les eaux polaires, les risques de collision sont de plus en plus élevés. Mais le vrai danger, ce sont les ennemis invisibles, les fragments de glacier. Les morceaux de glacier sont de petits icebergs faisant à peu près la taille d'un porte de maison. Les petits icebergs, quant à eux, sont comparables en taille à un autobus. Ces icebergs semblent inoffensifs, mais ils peuvent poser des problèmes car ils sont en général totalement invisibles pour les radars et les satellites. Que se passe-t-il lorsqu'un grand navire de croisière moderne heurte l'un de ces petits icebergs? Voici le Norwegian Sun, un luxueux bateau de croisière similaire au Titanic, avec une capacité de 2400 passagers et plus de 900 membres d'équipage. En juin 2022, ce navire de croisière naviguait vers le glacier Hubbard en Alaska lorsqu'il s'est retrouvé au milieu d'un brouillard épais. Soudain, ses passagers ont ressenti un grand choc et la terreur les a envahis, tandis que de violentes secousses ébranlaient le navire. Une fois le brouillard dissipé, ils se sont rendus compte de ce qui s'est passé. Le Norwegian Sun était entré en collision avec un petit iceberg, mais il ne connut pas l'issue tragique de son célèbre ancêtre. Heureusement, personne n'a été blessé et les passagers ainsi que le personnel ont pu débarquer en Alaska sans ennui. Des plongeurs ont vérifié l'état du bateau et ont découvert qu'il avait subi quelques dommages après la collision. Le reste du voyage a donc été annulé. Mais ne te fais pas de soucis au sujet de ton prochain voyage dans l'Atlantique, car les accidents comme celui du Norwegian Sun sont vraiment rares. Il est courant que des navires entrent en contact avec de la glace. Ceux qui l'aiment moins, c'est que ce soit un problème. La plupart des navires de croisière modernes ne subissent aucun dommage lors de ces rencontres imprévues, et il y a une raison à cela. L'acier utilisé dans la construction du Titanic a joué un rôle important dans la catastrophe. Le navire insubmersible, après tout, n'était pas si résistant que cela. La coque du Titanic fut construite à l'aide d'environ 2000 plaques d'acier, dont on dit qu'elles furent produites dans un four à ciel ouvert. En conséquence, l'acier contenait une forte concentration de phosphore, d'oxygène et de soufre. Ces éléments rendent l'acier cassant à basse température, ce qui le rend fragile en cas d'impact. Bien que l'acier utilisé sur le Titanic ait été de la meilleure qualité disponible à l'époque, il ne répondrait pas aux normes de sécurité des navires modernes. Et il était environ 10 fois moins solide que celui utilisé par les navires d'aujourd'hui. Mais la différence la plus importante entre le Titanic et les navires modernes réside dans l'assemblage de la coque. En effet, on utilisa pour assembler la coque et la structure du pont supérieur du Titanic plus de 3 millions de rivets. Ainsi, lorsqu'il a heurté l'iceberg, les rivets ont déclenché une réaction en chaîne, provoquant l'effondrement simultané de toute une section de la coque, ce qui a entraîné un déluge d'eau incontrôlable. En revanche, les navires modernes utilisent une méthode appelée soudage à l'arc submergé qui fusionne les bords des pièces métalliques et permettent ainsi d'obtenir une surface continue et solide. Cette méthode est plus sûre, car si une partie du navire est endommagée, la déchirure ne s'étendra pas, ce qui aggraverait la situation. Les dommages restent circonscrits à la zone d'impact. Les petits icebergs sont donc de plus en plus fréquents et les navires ont été adaptés pour y faire face. Mais il reste encore un scénario à envisager.
Que se passerait-il si un énorme bateau de croisière heurtait un iceberg de la taille d'un immeuble de 5 étages? Imagine que nous venions de créer le plus grand bateau de croisière au monde. Appelons-le le Sympatlantique. Notre station flottante est immense, 4 fois plus grand que la Statue de la Liberté. Elle dépasse le Titanic de 97 mètres et transporte 3 fois plus de passagers et de membres d'équipage. Et, tout comme le Titanic, notre navire fictif peut naviguer à une vitesse maximale d'environ 23 nœuds. Maintenant, imagine le scénario suivant. Le Sympatlantique navigue à pleine vitesse dans des eaux glaciales. C'est le milieu de la nuit, et le capitaine ne se rend pas compte que l'équipement de détection des icebergs ne fonctionne pas. Il ne marche plus depuis 3 jours. Il y a beaucoup de brouillard, et la vigie ne remarque pas l'iceberg de 7 mètres qui se dresse devant eux. Si cette situation se produisait et que le navire heurtait l'iceberg de plein fouet, cela pourrait conduire à un naufrage. Mais tu vois bien que c'est très peu probable, n'est-ce pas? C'est pourquoi les experts sont tout à fait convaincus que la glace ne risque pas de faire couler les navires de croisière modernes. Il convient également de mentionner que les mesures de sécurité se sont améliorées depuis le Titanic. Un navire moderne mettra des jours à couler, ce qui laisse suffisamment de temps pour évacuer tout le monde. Les équipages sont mieux préparés à gérer les procédures d'urgence, et les passagers devraient également suivre une formation avant le départ. Je sais. Tout. Ce que nous désirons, c'est nous reposer au bord de la piscine avec une limonade. Mais, comme tu le sais, ce sont toutes ces mesures qui ont évité aux passagers du MS Explorer de subir le même sort que ceux du Titanic. En 2007, les 154 personnes à bord de ce bateau de croisière ont réussi à monter dans des canaux de sauvetage après que le navire ait heurté un iceberg dans l'Antarctique. Imagine leur panique. Ils durent attendre les secours pendant 4 longues heures. L'équipage a fait un excellent travail pour assurer la sécurité. Cela ne fait aucun doute. Mais un rapport publié 2 ans plus tard indique que l'accident du MS Explorer fut causé par l'inexpérience du capitaine, qui aurait poussé le navire à grande vitesse contre un véritable mur de glace. 4 personnes à bord de ce bateau de croisière ont... En 2007, les 154 personnes à bord de ce bateau de croisière ont réussi à monter dans des canaux de sauvetage après que le navire ait heurté un iceberg dans l'Antarctique. Imagine leur panique. Ils durent attendre les secours pendant 4 longues heures. L'équipage a fait un excellent travail pour assurer la sécurité. Cela ne fait aucun doute. Mais un rapport publié 2 ans plus tard indique que l'accident du MS Explorer fut causé par l'inexpérience du capitaine, qui aurait poussé le navire à grande vitesse contre un véritable mur de glace.